Et bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Le Maroc porte un nouveau regard sur la préservation de son patrimoine. Oui, un nouveau regard pour ne pas voir le patrimoine comme une liste de bâtiments, mais comme quelque chose de vivant. Le patrimoine est un écosystème humain, c'est justement le message sur lequel veut insister Souad Belkziz dans une interview donnée par Les Échos, où elle parle d'une réhabilitation du patrimoine qui ne peut pas être uniquement architecturale. Souad Belkziz, qui est président de l'association Tourat, qui organise, disons, d'aujourd'hui à dimanche, la 4e édition des Journées du patrimoine à Marrakech. C'est un événement qui va évidemment valoriser le patrimoine de la ville, mais qui alerte tout de même sur un grand danger pour cette ville ocre, qui est le cœur battant un petit peu du tourisme dans le pays, c'est la gentrification. Alors c'est quoi la gentrification? C'est justement le fait que les prix augmentent de manière assez générale, mais surtout par rapport à l'immobilier, ce qui cause le fait que les habitants quittent la ville ainsi que les artisans, ce qui risque de vider le patrimoine de la ville de sa substance et surtout de le folkloriser pour les touristes. Et le circuit qui sera mis en valeur pour cette édition va mettre en valeur l'histoire du circuit de l'eau dans cette région-là, avec un nouveau site qui a été ajouté, celui des citernes de Sidi Bou Atman, sur lequel revient le brief et qui est un lieu, disons, qui témoigne de l'ingénierie hydraulique du Maroc et qui nous ramène au XIIe siècle. Et oui, et c'est un site aujourd'hui qui manque un petit peu de visibilité, et donc l'intégrer dans ce circuit va permettre évidemment de mieux le protéger et le préserver. Mais la question aujourd'hui qui se pose, et oui, nous sommes dans l'ère du numérique, est-ce que la préservation du patrimoine ne passerait pas également par la digitalisation? C'est la question posée justement par Média 24 à Sharif Kharrou, qui est justement représentant d'une entreprise, une start-up qui est spécialisée dans les visites virtuelles. Et ce qui nous explique, c'est qu'aujourd'hui, c'est même une opportunité pour le patrimoine. Ça va permettre de le partager à grande échelle, voire de le faire rayonner à l'échelle internationale grâce à ce petit levier de modernisation. Mais est-ce que justement l'expérience virtuelle peut remplacer une visite réelle? D'après la start-up, non, c'est plutôt complémentaire, mais bon. Que ce soit virtuel ou réel, préserver le patrimoine, c'est préserver surtout un héritage, des histoires et aussi des lieux qui les ont gardés pendant des siècles jusqu'à nos yeux aujourd'hui, Rachid. La presse nous explique aussi que l'aviation africaine se structure pour essayer de peser davantage sur la scène internationale. C'est du moins l'ambition affichée lors du Global Implementation Support Symposium 2026, un événement qui se clôture toujours encore à Marrakech aujourd'hui et qui place justement le Maroc comme un leader africain de l'aviation civile sur le continent. C'est ce qu'indique le média Le Reporter.EMA. C'est un constat d'ailleurs qui est validé par la secrétaire générale de la Commission africaine de l'aviation civile. Alors pourquoi le Maroc est-il placé justement dans cette position-là? Grâce à ses infrastructures, évidemment, son développement industriel sur le sol même et en particulier la formation, mais surtout des ambitions très importantes et très poussées pour le Maroc, celle de doubler sa capacité d'accueil de passagers d'ici 2030 pour la porter à plus de 80 millions de passagers et surtout quadrupler la flotte de la Royal Air Maroc d'ici 2030 toujours, ce qui nous amènerait à un total de 400 avions. Et in fine, ce qui a été convenu surtout dans cette rencontre, c'est la formation de plus de 100 inspecteurs par an en aviation, principalement venant de pays en développement. C'est donc le Maroc est donc un modèle sur le continent concernant ce secteur-là et qui pourrait aussi, inspirer d'autres pays pour investir davantage dans l'aéronautique. On a aussi cet exemple du Nigeria qui essaie de prendre aujourd'hui un petit peu la même dynamique. Et donc, APA News nous indique qu'aujourd'hui, il y aura un partenariat financier entre la banque nigérienne Fidelity Bank qui va s'allier à Aircraft Finance Germany. C'est une société spécialisée dans le financement aéronautique. L'objectif, c'est simplement de financer la croissance du secteur, en particulier pour l'achat de flotte, le développement des infrastructures et, in fine, l'expansion des routes aériennes. Une ambition qui vise aussi un service de qualité, notamment concernant la ponctualité des compagnies aériennes du continent. Et d'ailleurs, il y a un classement mondial qui est partagé par H24 qui nous indique aujourd'hui un petit peu où nous nous situons, du moins la Royal Air Maroc dans ce classement. La Royal Air Maroc est en 4e position et qui vient juste après le trio un petit peu des compagnies sud-africaines. Mais la Royal Air Maroc affiche également un bon score
sur l'arrivée à temps, autant, disons, que ces compagnies qui sont pour le moment, qui n'ont pas été détrônées pour le moment, mais qui, disons, donnent quand même de l'ampleur à la Royal Air Maroc pour augmenter sa performance à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas voir la ponctualité uniquement comme un détail, mais c'est surtout un indicateur de rigueur logistique, de coordination des équipes. On a parlé évidemment de formation et, in fine, de qualité des infrastructures. Et au vu de ces belles performances, Fouad Laoui, dans son billet hebdomadaire sur le 360, nous invite même, pourquoi pas, à gérer le Maroc comme un gigantesque aéroport. Oui, il remarque que la plupart des aéroports se ressemblent et ont la même logique, efficacité, sécurité, fluidité. Et peu importe le pays, même les pays en crise, l'aéroport fonctionne toujours. Alors pourquoi pas appliquer la même logique aux États pour justement lever tous les blocages liés à l'efficacité. Alors qui aurait cru finalement que l'aéroport pourrait devenir un idéal de gestion, un idéal de gouvernance? Du moins Fouad Laoui, lui, y croit. C'était particulier de faire le lien, mais pourquoi pas, effectivement. La presse nous dit aussi qu'il y a des secteurs qui ont fait beaucoup de profits depuis le début de la guerre. Oui, 30 millions de dollars par heure. C'est le profit réalisé par les 100 plus grandes compagnies pétrolières au monde, et parmi lesquelles le Guardian nous les liste. Nous avons par exemple Saudi Aramco, Gazprom ou encore ExxonMobil. Autre chiffre très important, faramineux même, jusque 243 milliards de bénéfices d'ici la fin de l'année, si les prix du brut évidemment restent élevés et qu'ils continuent d'osciller autour des 100 $. Des gains qui sont fortement critiqués d'après l'article, des gains qu'on qualifie même de profit de guerre, donc où des entreprises justement profitent d'une guerre qu'elles ne subissent pas. C'est aussi, disons, pour les pays européens, une manière, pourquoi pas, d'essayer de taxer ces super profits, ces profits exceptionnels, pour essayer de compenser, pourquoi pas, l'inflation et surtout de financer la transition écologique. Autre secteur avantagé par la guerre, c'est la finance. Financial News Londres nous indique que plus de 43 milliards de dollars ont été générés par les banques américaines comme Goldman Sachs, Morgan Stanley ou encore Morgan Stanley, on l'a dit, ou JP Morgan, et seulement en 3 mois, c'est-à-dire depuis le début de l'année. La mécanique est simple. En période d'instabilité causée par la guerre, les investisseurs achètent et vendent en masse et donc les banques prennent une commission tout simplement, ce qui augmente leur chiffre d'affaires. Alors que la finance, on l'a dit, prospère et les compagnies pétrolières également, la plupart des secteurs, eux, restent dans une crise et, disons, visent quasiment, pourquoi pas, le dépôt de bilan. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Bangladesh, en particulier dans le secteur du textile. Le Courrier international nous indique qu'il y a une augmentation jusqu'à 15% sur les fibres synthétiques qui, elles, dépendent justement de dérivés de pétrole comme le polyester ou le nylon, contre une baisse de plus de 25% des commandes. L'équation donc est difficile à tenir. Et si le textile au Bangladesh est en crise, notre portefeuille également. Nous avons vu aujourd'hui une annonce pour le Maroc avec une augmentation de 1 dirham sur les litres. C'est ce que nous partage l'article de l'Opinion. On le sait, depuis le début du conflit, le gasoil est passé de un peu moins de 10 dirhams à 14,54 dirhams le litre, l'essence de 11,84 à 15,56 dirhams le litre. À cela, nous devons ajouter encore 1 dirham. Et ce qui nous intéresse dans cet article, c'est qu'on retrace un petit peu la route de la logistique de l'essence. Elles arrivent dans le hub de Mohammedia, qui est un petit peu la porte d'entrée des hydrocarbures au Maroc. Et plus la distance est lointaine, comme à Tanger ou Agadir, plus le prix augmente. Mais disons que ça ne pose pas, encore une fois, la question de la concurrence qui se pose déjà depuis quelques semaines. Alors, pendant que quelques secteurs engendrent des milliards, encore une fois, la conclusion est la même. C'est la poche des consommateurs, elle, qui continue à se vider. Effectivement. Nous sommes aujourd'hui, Mariam, le jeudi 16 avril 2026. Quel autre 16 avril avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un mot que l'on utilise tous, mais sans savoir réellement d'où il vient. Et ce mot-là, c'est le mot ordinateur. Alors, nous sommes le 16 avril 1955, jour où ce mot est né, car à l'époque, ces grandes machines innovantes existent déjà, mais elles sont immenses, limitées, et surtout, elles n'ont pas encore de nom en français. On parle alors de computer ou de calculateur, mais pour une entreprise comme IBM, elles ont une vocation plus grande que seulement calculer. Elles vont bientôt organiser, traiter, structurer l'information. Alors, IBM France fait appel à un professeur de philosophie de la Sorbonne, Jacques Perret, un philologue, c'est-à-dire un spécialiste
spécialiste de l'étude de l'histoire des langues. Sa mission, trouver un mot, et il propose ordinateur, un mot issu du latin qui signifie littéralement celui qui met de l'ordre. Un choix, disons-le, visionnaire, car aujourd'hui, l'ordinateur organise nos données, nos échanges et même nos vies. Le 16 avril 1955 marque donc un moment où un nouveau nom a donné lieu à une révolution qui est toujours en marche aujourd'hui, Rachid. Toujours en marche. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna. C'était la revue de presse